qui est intéressant, c'est que souvent les gens ne connaissent pas toutes les marques qui font partie de notre portefeuille. L'historique récent de notre développement, on voit que voilà, nos très grosses marques n'ont cessé d'accélérer leur croissance. Et c'est lié à la puissance qu'elles ont acquise aujourd'hui au niveau mondial. Par rapport au marché asiatique, on sait que ce marché justement est devenu un important catalyseur de croissance pour de nombreuses marques mondiales. Pouvez-vous nous parler de l'importance de ce marché et nous dire d'où viendra la prochaine phase de croissance selon vous? Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Bull Club, conversation avec des leaders. The Bull Club est une série de webinaires qui offre des points de vue précieux de dirigeants d'entreprises cotées et de leaders financiers du monde entier. Je m'appelle Emmanuel Sackman, directeur régional francophone chez eToro et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui. Il faut savoir que l'industrie de la beauté est l'une des industries les plus fascinantes qui existent, les plus expérimentées du monde de la beauté, le groupe L'Oréal. L'objectif est de parler de cette industrie, de son évolution au fil des ans et de ce que nous devons attendre à l'avenir. Sans plus attendre, laissez-moi accueillir le directeur général d'administration et finance du groupe, Christophe Babule. Christophe, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci, bonjour Emmanuel. Bonjour Christophe. J'aimerais tout d'abord que vous nous résumiez l'histoire de L'Oréal et quelle est votre activité principale. Alors, merci de m'accorder donc ce précieux temps. Et alors, en effet, L'Oréal, c'est d'abord une grande entreprise leader sur son secteur. C'est une entreprise qui a été créée il y a 110 ans déjà par un chercheur, Eugène Schueller. Donc, c'est à la base de la création du groupe. C'est un chimiste. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est resté très fort chez nous dans notre ADN, puisqu'on continue bien sûr à nous appuyer énormément sur la recherche. Donc, c'est le leader mondial de la beauté qui a le plus beau portefeuille de marques uniquement dans la beauté, puisqu'on parle d'environ 80 marques aujourd'hui au sein du groupe L'Oréal et 35 qui sont globales. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent les gens ne connaissent pas toutes les marques qui font partie de notre portefeuille. Donc, je vais vous en citer quelques-unes. On a d'abord une division luxe qui est aujourd'hui la plus importante au sein du groupe, qui qui porte des marques comme Lancôme, mais aussi Yves Saint Laurent, la marque Armani, Valentino, Prada, Ralph Lauren, Mugler. Donc, vous voyez des marques qui sont très connues auprès du grand public en général. Ensuite, nous avons en taille la deuxième plus grande division, c'est la division des produits grand public, avec des marques que certainement tout le monde connaît, puisqu'on les trouve dans les grands, dans l'ensemble des supermarchés, hypermarchés. Donc, c'est des marques comme L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, mais aussi Mixa. La troisième division, c'est la division des produits professionnels, avec des marques qui sont bien sûr distribuées dans nos salons, donc des marques comme L'Oréal Professionnel, mais aussi Kérastase. Et la quatrième division, une division qu'on appelle cosmétique active et qui en fait porte les marques qui sont en général distribuées dans le réseau des pharmacies, des marques que tout le monde connaît comme La Roche-Posay, Vichy ou aussi CeraVe. Donc, vous voyez un groupe qui a un grand portefeuille de marques très large et qui est le fruit en fait d'une croissance externe, puisque la très grande majorité de ces marques font partie du groupe à travers des acquisitions. Donc, notre activité, au final, est très simple. C'est toute la beauté et rien que la beauté. Donc, on est vraiment les spécialistes de cette magnifique catégorie de produits. C'est un marché mondial qui est en valeur, disons, en valeur de marché. Donc, les ventes au niveau mondial, c'est environ 500 milliards d'euros. Donc, vous voyez, c'est un marché absolument colossal. Et notre part de marché est supérieure à 14% et elle ne cesse de croître année après année. Donc 14, c'est beaucoup, vous me direz, mais c'est aussi pas beaucoup par rapport à la taille du marché. Donc, c'est ce que nous fixons chaque année comme objectif, c'est bien sûr de continuer à croître plus rapidement que le marché. Donc, au total, c'est en 2021 une belle entreprise de 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une croissance qui était de 16% l'année dernière, et bien sûr un groupe qui est financièrement très solide. Merci Christophe, c'est très clair. C'est vrai que quand on pense à L'Oréal, on a tendance à penser à la marque L'Oréal, mais en réalité, il y a le groupe L'Oréal qui est bien plus que L'Oréal, mais tout ce qui va derrière. Par rapport au marché asiatique, on sait que ce marché justement est devenu un important catalyseur de croissance pour de nombreuses marques mondiales. Pouvez-vous nous parler de l'importance de ce marché et nous dire d'où viendra la prochaine phase de croissance selon vous?
Alors, merci de poser cette question parce qu'elle est bien sûr très importante. L'Asie du Nord, quand je parle de l'Asie du Nord, c'est le bloc Chine et les pays qui sont au nord de l'Asie, donc le Japon, mais aussi la Corée, par exemple. Ça représente déjà 30% du chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, cet ensemble-là est déjà très important. Et ensuite, on a l'Asie du Sud, qui, elle aussi, devient de plus en plus importante. Et pour nous, l'Asie est très importante parce qu'un marché qui vend des produits de grande consommation, forcément, il est porté par la croissance démographique. Et en fait, en Asie, ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié de l'humanité aujourd'hui habite en Asie. Donc, c'est vraiment un défi très important pour nous, d'autant plus que ce sont des populations qui sont jeunes, avec un désir de beauté qui est très important, pour plusieurs raisons, mais aussi parce que ce sont des populations souvent qui habitent dans des grands centres urbains qui sont plus pollués que ceux que l'on connaît en Europe, et donc des besoins se font plus pressants dans ce type de pays. Et puis parfois des routines de beauté, je pense notamment au marché coréen qui sont très très développés. Vous savez qu'en Corée, c'est un des pays où l'on consomme le plus de produits cosmétiques, avec parfois des femmes qui s'appliquent au moins 10 produits par jour. Donc, à moyen terme, pourquoi on focalise sur cette partie du monde? Eh bien, parce que c'est là où on voit les classes moyennes se développer le plus rapidement. On estime que d'ici à 2030, on aura environ entre 350 et 400 millions de personnes qui accéderont à cette catégorie dite des classes moyennes, qui sont celles qui commencent à consommer nos produits. Mais il n'y a pas que ça, hein. Nous sommes partout dans le monde, nous sommes présents dans près de 150 pays. Et donc, bien sûr, l'Europe, pour nous, ça reste quand même notre base historique, culturelle. Donc, on fait tout pour continuer à développer ce marché-là. L'Amérique du Nord est un marché qui reste très dynamique, parce que porté aussi par une démographie qui reste croissante et un appétit de beauté qui est très important. Et puis, récemment, on commence à investir de façon plus conséquente dans les marchés dits émergents, sachant que pour nous, l'Afrique, ça reste encore un grand terrain de conquête. Mais, mais tout ça pour vous dire que les opportunités restent très importantes. On a dans ces marchés émergents encore une part de marché qui est loin d'être au niveau de celle de la part de marché que l'on a au niveau mondial. Merci, c'est très clair. Puisqu'on est en 2022, je suis obligé de vous poser une question sur les médias sociaux. On peut voir que les médias sociaux sont devenus un lien d'interaction aussi important que celui que nous utilisons tous au quotidien et qu'il est plus facile pour les concurrents de pénétrer le marché de la beauté en travaillant avec des personnalités influentes. Pouvez-vous nous parler de ce changement et de la façon dont il vous affecte? Alors, effectivement, avant de parler de médias sociaux, je vais déjà vous planter le décor en parlant d'abord du digital en règle générale, hein, puisque le digital, c'est en fait un virage absolument stratégique que le groupe L'Oréal a su prendre très tôt. Il faut savoir que dès 2010, notre ancien président, M. Jean-Paul Agon, avait déclaré l'année 2010 comme l'année digitale pour le groupe. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment commencé à investir dans ce domaine-là. Et le digital, pour ceux qui nous écoutent, c'est essentiellement quoi? C'est du contenu, d'une part, et puis le e-commerce, d'autre part. Et donc, depuis cette époque-là, et surtout grâce à la Chine, qui tout de suite a acquis des compétences très pointues en matière de e-commerce, puisque c'est aujourd'hui d'ailleurs la Chine qui a le plus gros marché en valeur, hein, en termes de e-commerce, on a cessé de continuer à investir. Et quand je parle d'investissement, ce n'est pas uniquement dans des technologies, mais c'est aussi dans la formation de nos équipes, parce que le digital, c'est quelque chose qui peut être très lié au phénomène culturel, d'accord, entre les pays. Donc, effectivement, aujourd'hui, le digital a transformé nos moyens de communication, aussi bien dans les médias, puisque ça pèse aujourd'hui, le digital, c'est plus de 70% de nos investissements médias, mais c'est aussi un fabuleux écosystème de partenaires. Et là, je pense par exemple à tous ce qu'on appelle les KOL, les opinion leaders, qui très souvent font la promotion de nos produits. On en a plus de 50 000 dans le monde. Donc, bien sûr, on a nos fameuses égéries, c'est celles que l'on voit dans nos publicités de L'Oréal Paris et dans l'ensemble de nos grandes marques. Mais au-delà de ces grandes égéries, on a aujourd'hui
beaucoup de personnes qui font la promotion de nos marques. Et je peux vous dire que, pour vous donner quelques exemples chiffrés, je crois que l'année dernière, c'était 12 milliards de vues de vidéos de nos influenceurs. Et quand on pense au site L'Oréal, dans lesquels on présente nos marques, c'est plus de 1,2 milliard de visites qu'on a eues l'année dernière sur nos sites. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui l'importance qu'ont pris à la fois les réseaux sociaux, mais dans un contexte plus large, l'ensemble du monde digital. C'est très Et clair. ce n'est pas fini, puisque, comme vous savez, demain, c'est le démarrage d'un événement important qui a lieu à Paris, Vivatech. Et donc, L'Oréal sera bien sûr présent dans ce salon très important. Et pourquoi? Parce que nous sommes déjà en train d'investir dans le futur. On parle beaucoup de crypto-monnaies, de NFT et de métaverse. Eh bien, L'Oréal est déjà en train d'explorer ce monde incroyable. Et on a déjà enregistré 17 marques. En tous les cas, elles ont été déposées dans les catégories NFT et métavers. Donc, vous voyez, on est déjà en train d'explorer le futur. Vous pensez déjà au futur. C'est ce qui est très bien, ce qui est la clé pour la réussite de manière générale. La publicité, donc, on a parlé du digital. Pour être un petit peu plus détaillé, la publicité est l'une des dépenses les plus importantes pour une marque. Quelle est la répartition actuelle entre les anciennes méthodes publicitaires comme magazine, télévision et les nouvelles méthodes des médias sociaux comme Instagram, Google, etc. Donc, très bonne question. Quand on pense aux médias, donc vraiment le média que les consommateurs voient dans les différents réseaux, aujourd'hui, c'est très simple. En 2021, 73% de nos dépenses médias étaient sur des supports digitaux. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les supports plus traditionnels, donc la presse, les magazines, ce type de support-là ne pèse plus que, entre parenthèses, 27% du total de nos dépenses. Et si je considère maintenant, pas seulement les médias, mais l'ensemble des moyens moteurs, donc des moyens que l'on met à disposition pour la promotion de nos marques, c'est, je crois, plus de 45% aujourd'hui, donc entre médias et autres types d'investissements. Donc, c'est vraiment une révolution majeure. En 10 ans, on est passé de pratiquement zéro à pratiquement les trois quarts. Et ça veut dire bien sûr en interne des nouvelles compétences, ça veut dire des nouvelles techniques, ça veut dire travailler avec des outils sophistiqués pour suivre en temps réel le payback de ces investissements médias. Et je peux vous dire qu'en interne, c'est une vraie révolution. Depuis 10 ans, on a formé, je crois, 60 000 de nos collaborateurs à ces outils-là. Très clair, vous vous adaptez un petit peu à ce qui se passe, donc super. Les médias sociaux, donc, ils ont créé un environnement plus concurrentiel en termes de stratégie de votre côté. Est-ce que vous en avez une spécifique? Alors, vous avez, en fait, il y a deux lectures à faire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est plus facile pour un acteur qui démarre de se faire connaître parce qu'il suffit de mettre un post sur Instagram, il suffit de mettre un post sur Facebook pour déjà se faire connaître. Donc, l'accès est plus facile pour les petites marques. Mais ce qui peut paraître un peu contre-intuitif, c'est qu'en fait, dans un monde qui est de plus en plus digital, qui est de plus en plus porté par les algorithmes, vous savez que ce soit Facebook, mais aussi Google, tous les grandes plateformes digitales marchent avec des algorithmes. Et donc, quand vous faites un search sur Google ou quand vous faites un search sur une autre plateforme, qu'est-ce qui se passe? Les algorithmes vont mettre toujours en avant les marques les plus puissantes, les plus importantes. Donc, oui, d'un côté, le marché est plus ouvert. Donc, pour les petites marques qui veulent démarrer, c'est plus facile. Mais par contre, c'est aussi difficile de détrôner les très grandes marques parce que les likes et les algorithmes font que structurellement, les marques les plus puissantes sont toujours en haut des rankings, quand je pense notamment au search. Donc, quand on regarde, nous, par exemple, l'historique récent de notre développement, on voit que voilà, nos très grosses marques n'ont cessé d'accélérer leur croissance. Et c'est lié à la puissance qu'elles ont acquise aujourd'hui au niveau mondial et qui les mettent aujourd'hui dans le haut du panier quand on cherche des produits.
Merci, très bien. Nous allons un petit peu passer du côté des défis et des changements macroéconomiques. On peut voir justement qu'on a depuis le début de l'année 2022 un contexte auquel nous ne nous attendions pas. Inflation, hausse des taux d'intérêt, guerre en Ukraine. Comment le marché de la beauté a-t-il traversé cette tempête? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la beauté, en cela, est un marché absolument extraordinaire. La beauté, d'abord, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la culture de l'ensemble des grandes, pas seulement communautés, mais des grands peuples, et ça depuis le, le, le début de l'histoire. Hein. Vous savez que déjà en Égypte, on a beaucoup de traces de la présence de produits de beauté sur pas seulement les femmes, d'ailleurs, les hommes aussi. Et quand on regarde l'évolution récente du marché de la beauté, bon, j'ai en tête les chiffres depuis 25 ans. Ce marché a constamment été en croissance, en moyenne de 4 à 5% par an. Il n'y a qu'une seule année pendant laquelle le marché a régressé, c'est pendant la fameuse année du Covid, donc en 2020. Mais au-delà de cet épiphénomène, c'est un marché qui est constamment en croissance, porté par une démographie en croissance, porté par des classes moyennes qui sont de plus en plus nombreuses au niveau mondial, et puis, il faut le dire aussi, par une démographie. Et donc ça, c'est, disons, le marché qui est déjà en lui-même porteur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même depuis 2-3 ans beaucoup de phénomènes qui sont venus perturber un petit peu la lecture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, moi je fais part d'un optimisme lucide, il faut quand même être lucide, mais quand même d'un optimisme, parce qu'on voit très bien que dès que les contraintes disparaissent, et récemment avec le Covid, on a bien vu que la contrainte, c'était quand même celle de porter un masque. Quand on porte un masque, c'est quand même assez inconfortable d'avoir du maquillage sur ses lèvres. Mais dès que les contraintes disparaissent, l'appétit de consommation revient immédiatement. Et ça, on l'a vu à la fin de la période du Covid. On le voit, par exemple, à chaque fois qu'il y a un lockdown qui s'installe dans une ville en Chine ou quelque part en Europe. Dès que ce phénomène s'arrête, il y a un retour massif des consommateurs, que ce soit chez le coiffeur. Je crois que tout le monde se rappelle de l'importance du coiffeur au moment du Covid. Et depuis, les salons de coiffure n'ont pas des amplis, mais c'est aussi des catégories comme celle du maquillage ou du parfum, où là, avec un phénomène, disons, de normalisation, parce que le Covid, petit à petit, a disparu, on voit un fort retour de ces catégories-là. C'est ce qu'on appelle, nous, parfois, l'effet lipstick, l'effet rouge à lèvres, où les gens voilà, ont besoin de se faire plaisir. Et franchement, de se faire plaisir en achetant un petit rouge à lèvres, c'est quand même à la portée de tout le monde. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui, depuis le début de l'année. On voit une très forte croissance de la catégorie des parfums, je crois, qui est en croissance de plus de 20%, celle du maquillage qui est aussi à plus de 10%. Donc, vous voyez, un marché qui reste très dynamique. Et dans ces périodes de récession, ce que l'on peut constater, c'est que souvent les gens ont plutôt tendance à être très prudents sur les achats de biens durables. On décale l'achat d'une voiture, on reporte l'achat d'un frigidaire, mais par contre, voilà, on se laisse aller sur des petits achats plaisir, d'où ce fameux effet rouge à lèvres. C'est très clair. Merci Christophe. D'ailleurs, on peut voir que L'Oréal a fait un bon premier trimestre avec une forte croissance des ventes à plus de 13,5% à données comparables et à plus de 19% en publié. En quoi le bilan de L'Oréal dispose-t-il des ratios clés pour résister à l'effet d'une forte inflation sur la demande des consommateurs? Oui, alors bon, d'abord, c'est vrai que le bilan de L'Oréal est extrêmement solide. C'est d'ailleurs cette saine inquiétude, cette prudence dans la gestion financière qui fait que c'est un groupe qui a toujours été capable de traverser de façon sereine les grandes crises. La dernière en date, c'était bien sûr celle du Covid, où non seulement on était à l'abri financièrement parce qu'on avait bien sûr beaucoup de cash, mais en plus, ça nous a permis d'aider notre propre écosystème. C'est à ce moment-là qu'on a pris la décision d'aider nos fournisseurs, on a géré les créances de nos clients. Et ça, je dois dire que l'écosystème qui travaille autour de L'Oréal est très redevable de ce que l'on a fait pendant cette période-là. Donc, oui, on a un bilan très solide qui nous permet justement de traverser ce type de situation.
Mais surtout, on est dans des catégories de produits qui, d'abord, arrivent sur le marché en général avec toujours un plus d'innovation. Nous sommes aujourd'hui de façon constante en train de lancer entre 10 à 15% de produits nouveaux par an. Donc, à chaque fois que l'on met des produits sur le marché, forcément, vous n'avez pas à augmenter les tarifs puisque vous les mettez pour la première fois sur le marché. Ça nous permet tout de suite de les positionner au bon tarif. Et d'autre part, on a des produits qui sont moins sensibles que d'autres. Et donc, on arrive assez facilement quand même à répercuter l'inflation sur les tarifs et donc à protéger notre marge brute, ce qui nous donne le confort pour continuer à investir dans le développement du marché, parce que, encore une fois, il s'agit bien sûr de continuer à développer ce marché. Donc, on a des lancements qui sont valorisés. On fait un travail sur le mix entre promotion, lancement, nouveaux formats. Et puis, bien sûr, on optimise les dépenses marketing. On a la chance d'être dans un marché où la souplesse d'accélérer les investissements ou de les freiner est absolument incroyable. Je vous parlais tout à l'heure des investissements médias. Ils sont à 70% digitaux. Donc, techniquement, aujourd'hui en Chine, si je veux investir un peu plus l'après-midi, je peux le faire. Si le lendemain matin, j'ai besoin de désinvestir, je peux le faire aussi. Donc, on a une extrême souplesse, et ce qui nous rend très, très agile d'ailleurs dans l'environnement actuel. Et c'est une de nos forces, c'est l'agilité. Très bien, très bien. On a parlé du Covid au passé par rapport à cette crise sanitaire, en quoi elle vous a impacté. Maintenant, il faut savoir que le Covid a aussi entraîné un grand changement dans le comportement des consommateurs qui achètent en ligne. Comment cela affecte-t-il l'entreprise et quelle part du chiffre d'affaires de L'Oréal provient du commerce en ligne aujourd'hui? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on a pris le virage du digital très tôt. Et notamment, le e-commerce a très vite pris une part importante de notre chiffre d'affaires en Chine et dans quelques autres pays en Asie et dans une moindre mesure aux États-Unis. Et en fait, c'est un savoir-faire que l'on a essayé de diffuser assez tôt à l'ensemble de l'organisation, ce qui fait qu'au moment où la Covid est arrivée, déjà, le poids des ventes faites en e-commerce dans un grand pays comme la Chine était déjà presque à 50%. Et ce savoir-faire, bien sûr, il a été exporté sur l'ensemble de nos géographies. Ce qui fait qu'en fin de compte, le Covid, comme vous le savez, un des plus grands effets que cela a produit, en tous les cas, dans un grand nombre de sociétés, et en particulier chez L'Oréal, c'est bien sûr l'accélération des ventes du e-commerce. Une accélération absolument incroyable. Et pas seulement en Asie, dans tous les pays. Et je pense que ça a été très visible, bien sûr, dans l'ensemble des pays européens, mais aussi en Amérique du Nord, où en France, par exemple, les ventes qui étaient à un niveau très faible en e-commerce, d'un seul coup, ont été multipliées par 2, par 3. Au total, ça donne quand même un chiffre d'affaires réalisé en e-commerce en 2021 de plus de 9 milliards d'euros. Et ça représente 29% du chiffre d'affaires du groupe. Donc, pratiquement 30% du chiffre d'affaires l'année dernière était réalisé en e-commerce. C'est absolument colossal. Colossal, je suis d'accord. On peut voir que le marché de la beauté est confronté à des défis majeurs en termes de santé, sécurité, transparence, développement durable et de numérique. Quelle est la stratégie du groupe L'Oréal pour répondre à la demande mondiale de beauté à court et moyen terme? Et comment investissez-vous dans l'innovation pour vous adapter à ces changements? Retour à nos racines, nous, c'est avant tout et surtout de l'innovation. Et ça, c'est très important parce que on peut parfois, et des commentateurs me le disent, ils pensent que voilà, nous sommes dans un métier parfois, surtout quand on parle de maquillage, qui peut paraître glamour, qui peut paraître assez léger par rapport à d'autres industries. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pratiquement, oui, la plus grosse partie de notre catalogue, c'est quand même des produits de soins. Et le produit de soins, c'est de la recherche. C'est de l'innovation. Et là-dessus, en fait, notre groupe est en pointe. Il faut savoir que la recherche chez L'Oréal, c'est plus d'1 milliard d'euros dépensés chaque année. C'est plus de 4000 chercheurs au niveau mondial. C'est plus de 500, je crois que c'était 520 brevets déposés en 2021. Donc, ça place le groupe L'Oréal parmi les 3 plus grands groupes en France en matière de dépôt de brevets.
Donc, et là, je m'adresse bien sûr à tous ceux qui sont des ingénieurs ou à tous ceux qui sont des chercheurs. Venez chez L'Oréal parce que c'est une société qui est à la pointe dans ces domaines-là. Et c'est très important parce que d'une part, ça fait partie de l'ADN du groupe et nous sommes des fervents, convaincus que c'est par l'innovation que nous arrivons à maintenir, voire même développer notre avantage compétitif par rapport à nos concurrents. Et d'ailleurs, cette recherche, elle n'est pas uniquement basée en France. On a bien sûr des centres de recherche dans l'ensemble des continents. On en a en Chine, on en a en Amérique du Nord, on en a au Brésil, à Singapour. Et ça, c'est très important parce qu'il est vraiment primordial de bien connaître les spécificités, que ce soit celles du cheveu, de la peau, du biosome, de l'ensemble des différentes bassins culturels au niveau mondial. Donc d'ailleurs, quand on pense au Covid, à part le e-commerce, il y a une deuxième tendance lourde qui est apparue, c'est celle d'un désir de produits qui soit un plus en matière de santé. Et c'est ce qui a d'ailleurs porté la croissance de notre division cosmétique active, donc les marques comme CeraVe, Vichy et La Roche-Posay, à des niveaux de croissance très élevés, parce qu'on sent qu'il y a une recherche aujourd'hui, un retour à des valeurs sûres. Et ça porte la croissance de la dermocosmétique à un nouveau seuil. Et c'est ce qui porte aujourd'hui cette croissance. Et je dois dire que sur cette catégorie de produits, il est extrêmement important d'avoir de l'innovation pour rester, bien sûr, en pointe en matière d'offres produits. Donc, la stratégie du groupe, eh bien, c'est de continuer d'investir dans ce domaine-là. Continuer à investir non seulement sur la chimie, on investit énormément d'ailleurs dans la chimie verte, les fameuses Green Science, très important pour accompagner le programme de décarbonation du groupe. Donc, on a un grand projet qui nous engage sur plusieurs années. Et dans l'investissement de ce qu'on appelle, nous, la beauty tech, donc les technologies pour la beauté, parce que dans ce domaine-là, on a de plus en plus d'opportunités avec la data. Vous savez que le travail des laborantins, de plus en plus, sera accompagné ou accéléré par la big data, qui permet de façon automatique de faire des tests de façon presque immédiate sur des formules. Et puis, s'appuyer bien sûr de plus en plus sur les algorithmes d'intelligence artificielle pour accélérer l'innovation. Donc, j'ai beaucoup d'exemples. Ça passe par des outils de mesure de data. On a pris des participations dans des startups comme Brisometer qui nous permet de mieux comprendre le comportement du biosome en fonction des températures ou de la pollution. C'est des technologies d'intelligence artificielle pour trouver le bon match entre votre peau et des fonds de teint chez Lancôme. Donc, il y a des tas d'outils aujourd'hui qui sont d'ailleurs de plus en plus logés dans les téléphones portables et qui vont permettre d'apporter des solutions très pointues pour les consommateurs, les aider à trouver le bon produit et la bonne posologie. Et c'est pour ça d'ailleurs que récemment, on a fait aussi un accord avec la branche santé du groupe Google. Donc, leur filiale s'appelle Verily. C'est à travers un échange de data d'accélérer notre capacité d'innovation et d'innovation et de recherche au sein du groupe. Donc, voilà. C'est pour vous dire que chez nous, la recherche, l'innovation et la beauty tech, c'est vraiment au cœur aujourd'hui de notre stratégie. Et d'ailleurs, elle sera visible, je vous invite d'ailleurs à y aller, dès après-demain à Vivatech, à la porte de Versailles. Merci Christophe, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous, tout simplement durant The Bull Club. C'est un marché qui est incroyable. On peut voir que l'industrie de la beauté est une industrie, au bout du compte, où vous pensez à l'innovation, vous pensez au futur. Et j'ai l'impression que pour le moment, c'est la clé de la réussite. Merci à vous. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain épisode. Au revoir. Au plaisir, au revoir.